on voit la difficulté donc d'une lecture purement juridique d'un monde qui s'est complexifié. Et je voudrais que maintenant qu'on évoque peut-être aussi, vous l'aviez fait en préambule, les victimes, les personnes, les populations qui sont concernées par le droit international humanitaire et ce qui peut s'y substituer lorsqu'il s'éteint. Vous aviez évoqué par exemple les prisonniers pas libérés tout à l'heure, et aussi les réfugiés et les déplacés, qui sont aujourd'hui des populations très 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 importantes, de plus en plus importantes, d'année en année. Alors quel est le statut et quel type de protection ces personnes ont-elles? Alors si on prend la situation des personnes privées de liberté, on peut regarder la situation des prisonniers de guerre par exemple, où là on se rend compte que le DIH a vraiment un champ d'application très élastique et qui va vraiment chercher à rendre service aux victimes finalement, puisque pour les prisonniers de guerre qui sont protégés par la 3e Convention de Genève, la 3e Convention de Genève ne cessera de s'appliquer que lorsque ces gens seront libérés et rapatriés de façon définitive. Donc à la limite, on peut avoir une paix qui intervient à une année X. Les personnes qui restent internées comme prisonniers de guerre pendant 10 ans ou 20 ans, le DIH continuera à s'appliquer pendant ces 10 ans ou 20 ans. Et le CICR, là, exercera son droit de visite par rapport à ces prisonniers de guerre pendant 10 ans ou 20 ans. Et là, clairement, le DIH continuera à s'appliquer. Même situation. Des exemples Alors, actuel, c'est compliqué. On peut prendre le conflit Iran-Irak des années 80, où là, après la fin du conflit, il y avait eu un certain nombre de prisonniers de guerre qui étaient restés internés après la fin des hostilités actives, ce qui ne devrait pas avoir lieu, mais qui ont été rapatriés assez tardivement, et le CICR a continué à les visiter, par exemple. Pour les personnes civiles qui sont aussi internées dans un conflit international, la même règle s'applique. Donc là aussi, tant qu'ils ne sont pas libérés, le DIH continuera à les protéger. Pour les conflits non internationaux, on considérera de la même manière que les personnes qui ont été arrêtées et détenues en lien avec le conflit continueront à être protégées tant qu'elles seront en détention pour un motif en lien avec le conflit. Donc là, on va vraiment je dirais, vers un champ d'application très, très élastique dans le temps. Et alors la grosse question que j'évoquais tout à l'heure, les réfugiés et les déplacés, qui sont aujourd'hui un phénomène majeur. Alors il n'y a pas vraiment de disposition explicite dans les conventions. Il y a simplement un principe selon lequel, en gros, dès que les motifs du déplacement ont cessé, les personnes devraient être autorisées à rentrer chez elles. Ce qu'on peut appeler un droit au retour, finalement. Donc une fois qu'il n'y a plus vraiment de raison de maintenir des personnes dans une situation de déplacement, et là je parle au cours du conflit, il ne faut pas nécessairement atteindre la fin du conflit pour permettre aux gens de rentrer chez eux, c'est important. Mais en tout cas, après la fin du conflit, là, il faudrait que les gens puissent rentrer. Est-ce qu'il y a une lacune sur le plan juridique? Est-ce qu'il faudrait un droit au retour beaucoup plus explicite en droit international? On peut se poser la question. Sur la question, alors maintenant, des victimes collatérales, c'est plutôt vers Anne que je me tournerai. Donc, handicap, c'est un peu le cœur des métiers aussi du handicap. On l'évoquait, toutes ces victimes collatérales des conflits. Quels sont les outils que vous utilisez? Juridiques, bien sûr. Les outils juridiques. Peut-être revenir sur la question des déplacés, des réfugiés, puisqu'on... Vous avez demandé qu'on donne des exemples. Sur la question d'autoriser les retours, il y a toujours une différence entre autoriser les retours et puis inciter fortement au retour. Il y a quand même aussi souvent, en fait, les réfugiés qui sont en quelque sorte forcés à rentrer d'une manière assez douce, mais... il s'agit d'abord de donner des aides assez fortes pour les inciter à entrer, et puis de fermer certains services de base dans les camps qui font que forcément les réfugiés sont amenés à rentrer, même s'ils n'en ont pas forcément toujours un désir extrême. En termes d'outils, il y a un outil dont on n'a pas parlé pour les déplacés internes, c'est les Guiding Principles on Internal Displacement qui ont été... élaborés par le HCR. Ils n'ont pas une force obligatoire, mais c'est vrai qu'ils encadrent quand même pas mal les conditions dans lesquelles doivent être traités les déplacés internes et dans qu'est-ce qu'on peut considérer également comme un retour. Ça, je pense que c'est une question très importante parce que dans retour, ça peut recouvrir tout un tas
de situations très variées. Je crois qu'en ce moment, le IASC, le Interagency Standing Committee, est en train de travailler là aussi sur une définition, ou en tout cas des principes, des bonnes pratiques sur ce qu'on pourrait appeler un retour volontaire dans la dignité, dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ça veut dire soit pouvoir revenir dans son village d'origine, ou en tout cas pour pouvoir être installé de manière durable, de manière digne, de manière volontaire dans un endroit qu'on a choisi. Je pense que c'est ce qui est important pour les populations victimes de conflits. Je pense que c'est vraiment ça. Et sur les victimes donc, de mines, les victimes de fins de conflit? Les victimes de mines, nous, l'outil juridique qu'on utilise, bien sûr, c'est la Convention d'Ottawa, plus tard la Convention d'Oslo, mais on n'utilise pas forcément d'outils juridiques. On apporte une assistance aux populations qui ont été victimes de conflits dans les pays où on intervient. On s'appuie sur des outils juridiques quand vraiment on a besoin d'interpeller des États, d'interpeller un certain nombre d'acteurs, d'interpeller le public. Mais c'est vrai que l'outil n'est pas une finalité pour nous. Philippe, on sait que les réfugiés et les déplacés, on se compte en millions aujourd'hui. Est-ce que par rapport à la situation de 1945, après la Seconde Guerre mondiale, on est dans toute autre chose? Je crois que par rapport à la question, l'ouverture du débat, c'est-à-dire quand les combats cessent, quel droit pour protéger les populations, on est, par rapport à la question des réfugiés, on centrera peut-être sur celle des réfugiés. On est tout à fait face à une interrogation qui est d'importance, parce que Anne a évoqué ce qu'on connaît, un certain nombre de gens dans cette salle connaissent, c'est-à-dire effectivement des situations de retour plus ou moins volontaires de réfugiés, donc de retour plus ou moins forcés, qui sont également mis en œuvre par certains acteurs étatiques, par des acteurs armés, mais aussi par certaines agences humanitaires, ou encouragés par certaines agences humanitaires. Et le HCR s'est fait à plusieurs reprises assez sérieusement objecter sa position, notamment de la part de certaines ONG. Mais il y a une autre situation qui concerne les réfugiés aujourd'hui. Si on regarde la Convention sur le réfugié, le droit des réfugiés, normalement, il y a 3 options. La première, c'est le retour dans le pays d'origine, donc plus ou moins contraint, plus ou moins accepté, on vient de le dire. La seconde, c'est la réinstallation dans le pays d'accueil. Et la troisième, c'est l'installation dans un pays tiers. Or, ce qu'on constate aujourd'hui avec une partie importante des réfugiés dans le monde, c'est la non-application de ces dispositions. Et le fait que les réfugiés restent dans les camps, qui ne rentrent pas chez eux, qui ne sont pas accueillis dans le pays où on a des tas d'exemples de cette nature. Il y en a un actuellement au nord du Kenya, qui est la zone des camps de Dadaab, dans lequel il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, dont les premiers, c'est tous des Somaliens, dont les premiers sont arrivés en 91, au moment de la chute du régime Siad Barre. C'était les partisans de Siad Barre ou ceux de son clan, puis au fur et à mesure des épisodes du conflit somalien, il y a 300 000 personnes à peu près aujourd'hui dans ce camp. Or, le Kenya ne veut pas les accueillir sur son territoire, ils ne peuvent pas rentrer en Somalie, en plus parce que la guerre s'y poursuit, et il n'y a aucun pays, ni un pays africain, ni un autre pays extérieur à l'Afrique, qui ne se propose de les accueillir. Donc, quel droit s'applique là? Et je crois qu'effectivement, il faut, puisqu'on est dans une situation de population qui sont en situation de vulnérabilité, en situation donc, de victimes du conflit, il faut essayer là de réfléchir au droit le plus efficient, même si le droit ne suffit pas à les protéger, mais au droit le plus efficient. On va y revenir dans la dernière partie de notre débat tout à l'heure, mais je crois qu'il y avait une question de madame.